Rebonjour à tous. Euh, nous sommes dans l'atelier retour d'expérience qui porte sur les plateformes d'approvisionnement. Euh, comme je vous le disais en début, les ateliers sont simultanés. Dans chaque atelier, il y a un rapporteur. Chez nous, c'est Soline Bickert. J'espère que je n'écorche pas le nom de famille. Du Conservatoire des races d'Aquitaine. Soline, est-ce que tu es bien là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. On dit bicaire, voilà, pas de souci. Pardon. Et voilà, je suis la rapporteuse de l'atelier, sans souci. Merci pour ta participation. J'ai choisi de consacrer un atelier aux plateformes d'approvisionnement parce que c'est un outil dont on parle beaucoup, qui suscite beaucoup d'intérêt, qui est beaucoup cité comme solution pour répondre aux enjeux de la logistique. Il m'a semblé intéressant d'interroger cet outil, de voir ce qu'on met aussi derrière le terme plateforme et puis comment on peut mettre en place une plateforme. Donc pour, euh, pour interroger ça, j'ai choisi le format retour d'expérience. L'idée, en fait, c'est qu'on ait l'expérience d'un porteur de projet et puis plus un regard critique sur pas l'expérience seule, mais sur les différentes expériences de plateforme qui existent. L'expérience qui va nous être présentée, c'est celle de Resalis, par Claire Caillot, qui est coordinatrice de Resalis. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Resalis, c'est une plateforme d'approvisionnement qui existe depuis 2011 dans les Deux-Sèvres. Mais Claire, je te laisserai détailler justement ce qu'il y a derrière ce terme de plateforme d'approvisionnement parce que il y a un fonctionnement bien particulier. Et puis, pour notre regard critique qui va nous permettre de prendre du recul sur les plateformes, nous aurons l'apport de Céline Rimbert. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie, postdoctorante à Jean Blou Agrobiotech en Belgique. Vous consacrez vos recherches à la logistique des circuits courts. Et puis, comme pour Claire Caillot, je vous laisserai, d'ailleurs, je vous laisse tout de suite, en fait, vous présenter un petit peu plus pour nous dire de comment vous travaillez sur la logistique et sur quoi vous avez travaillé dans le domaine de la logistique. Bon, c'est parti. Bonjour, je renouvelle mes bonjours à tous. Oui, il y avait un petit. Je vous laisse mettre Ouais, le. je le Ouais, super. partage tout de suite. Parfait. Bon, il n'y a pas énormément d'informations, mais. Donc, oui, je vais commencer malgré tout. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, effectivement, je suis Céline Rimbert, je suis docteur en géographie. J'ai travaillé à travers plusieurs projets sur différents types de plateformes. L'idée là, c'est peut-être que je vous présente rapidement ces différentes plateformes sur lesquelles j'ai travaillé, qui va vous permettre de voir aussi que ça peut concerner une diversité, enfin que les plateformes sont des objets divers avec des succès plus ou moins relatifs. C'est un peu l'idée aussi. Les premières plateformes sur lesquelles j'ai travaillé, c'est les. Enfin, pardon, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, c'était trois collectifs logistiques dans les Hauts-de-France que j'ai accompagnés dans le cadre du projet Colsica, qui était un projet de l'IFSTAR, du CEREMA et de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Donc, dans ce cadre-là, j'ai accompagné avec ma collègue de la Chambre d'agriculture trois collectifs de producteurs qui se centraient sur des questions de logistique. Le premier, c'est les Paysans du Grand Hainaut, qui était une plateforme d'approvisionnement pour la restauration, alors commerciale et collective, mais surtout collective. Donc, c'était une plateforme logistique collective autour d'un outil numérique qui réunissait environ une dizaine de producteurs, qui était né en 2014. Alors, en l'occurrence, ça n'a pas été le projet le plus porteur de succès au bout du compte, mais justement, c'est un retour d'expérience intéressant sur les problématiques que peuvent rencontrer les plateformes d'approvisionnement, notamment quand elles se consacrent exclusivement ou majoritairement à la restauration collective. Et ensuite, il y avait deux autres
deux autres projets qu'on a suivis qui sont le Drive du Montreuilois et le Drive fermier du Montreuilois, pardon, et le courtcircuit.fr. Là, on est plutôt sur des paniers pour les particuliers avec une organisation en point de retrait et des plateformes de rassemblement. Alors, une seule pour le Drive fermier du Montreuilois et deux plateformes par secteur géographique puisqu'on n'est pas sur les mêmes dimensions. Le Drive fermier du Montreuilois travaille exclusivement sur un territoire, le territoire du Montreuilois avec 30 producteurs et 5 points de retrait, dont un qui servait de plateforme de regroupement et de dispatch ensuite. Et le courtcircuit.fr est dans une modalité un peu différente. C'est une organisation beaucoup plus grande sur le modèle un peu de la ruche qui dit oui, mais exclusivement dans la partie Nord-Pas-de-Calais avec quand même un pool d'environ 200 producteurs. Et donc, une organisation par secteur géographique et par sous-collectif. Et là, dans ce cadre-là, on retrouve des espèces de mini-plateformes par secteur, avec une plateforme sec, une plateforme froid systématiquement, qui vont venir approvisionner des points de retrait en particulier. Donc, la première plateforme est plutôt en échec. Alors, c'est des projets que je suis plus de très très près, donc notamment sur les paysans du Grand Hainaut. Je ne sais pas où ils en sont dernièrement. En revanche, je peux expliquer les raisons des difficultés qu'ils ont rencontrées puisque j'étais là à ce moment-là. Et le Drive fermier du Montreuil, le court-circuit, on est plutôt sur des succès, des projets qui sont en train de croître et de bien fonctionner. Donc voilà pour les trois premiers. Et Fanny, vous pouvez passer à la slide suivante. J'ai accompagné plus récemment un autre collectif en Belgique, cette fois en Wallonie, alors qui s'appelle 5C, ce qui signifie Collectif de coopératives citoyennes pour les circuits courts, et qui est là en fait une fédération de coopératives de distribution sur l'ensemble de la Wallonie, donc qui réunit environ 35 organisations qui font du circuit court. Alors, soit qui sont, la plupart sont des unités opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles réalisent des opérations de distribution et parfois de la logistique avec des modalités différentes. Et plus récemment, il y a eu également une intégration de ce qu'ils appellent en Belgique des ceintures alimentaires, donc plutôt des organes facilitateurs qui font un peu comme le PQNA du réseau d'acteurs, etc. Ce groupe est particulièrement intéressant parce que là, on retrouve en fait des plateformes dans chacun des espaces là, que vous pouvez voir sur la carte. Donc, chaque logo représente une coopérative qui met en place des opérations logistiques à l'échelle de son territoire. Et aujourd'hui, 5C est en train Pardon, j'entends des bruits. Je vais bientôt terminer. Et aujourd'hui, 5C est en train d'organiser sa logistique à l'échelle de son territoire. Donc, c'est un peu l'intérêt de ce cas, c'est-à-dire qu'on a une logistique à l'échelle d'un territoire restreint et ensuite, aujourd'hui, la mise en œuvre d'une logistique à des échelles... Oui, pardon. Oui, je pense qu'il y a des personnes, une ou des personnes qui ont leur micro ouvert. Oui, je m'entends en écho un peu, je crois. Normalement, là, ça devrait être bon. Ça a l'air mieux. Je vous laisse reprendre. Oui, du coup, 5C est aujourd'hui en train d'organiser une logistique à l'échelle régionale, enfin pas exactement à l'échelle régionale, mais justement à des échelles sous-régionales pour mettre en œuvre des solutions de massification à des échelles restreintes, donc en mettant en œuvre des plateformes à des échelles sous-régionales. Je vous ai mis une petite carte de la Belgique. Vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec la géographie belge, mais en gros, on a 5 provinces en Wallonie et ils ont mis en œuvre des échelles, des sous-régions qui ne correspondent pas exactement aux provinces, mais plutôt à des territoires qu'ils ont considérés cohérents d'un point de vue logistique et d'un point de vue du pool de coopératives qu'ils avaient dans ces espaces-là. Donc, ils ont défini 7 sous-régions logistiques plus Bruxelles-Capitale qui fait également partie du projet qui n'est pas en Wallonie, mais on est dans les détails de découpage administratif belge, c'est assez peu intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on a travaillé avec eux, avec l'équipe de Jean Blou Agrobiotech, à l'organisation d'une logistique sous-régionale. Donc, on a mené des ateliers pour essayer de définir justement comment des plateformes, ou en tout cas des outils de massification de la logistique à des échelles sous-régionales. Et on a essayé de travailler avec eux sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans, comment, etc. Donc, ça va peut-être répondre à un certain nombre de questions. On a fait de l'accompagnement avec eux, avec des ateliers collaboratifs, dont j'ai mis ici
la photo de l'un des résultats auxquels on est arrivé. Ce projet est toujours en cours, mais c'est un cas particulièrement intéressant d'emboîtement d'échelle avec l'organisation de logistique à des échelles différentes, donc locale, sous-régionale et dans un futur plus ou moins proche, d'organisation aussi d'une logistique à l'échelle régionale en s'appuyant sur des sous-échelles. Voilà pour la présentation de voilà, les différents travaux et les différents retours d'expérience que je vais pouvoir vous faire en essayant de faire de la contextualisation en fait ensuite. Mais voilà pour la Merci, présentation générale. Pauline. Merci. Ouais, on va revenir plus en détail au cours de cette heure et demie. Juste avant de vous passer la parole, Claire, j'ai oublié de vous préciser. N'hésitez pas au cours de l'atelier à poser vos questions dans le chat ou à lever la main pour prendre la parole et pour poser vos questions ou faire des remarques. Donc, pour lever la main, vous cliquez sur réaction et puis là, il y a le petit lever la main qui s'affiche. Je garde un œil là-dessus pour vous passer la parole. Ceci étant dit, Claire Caillot, je vous passe la parole. Donc, je rappelle que vous êtes la coordinatrice de Resalis, une plateforme d'approvisionnement qui existe depuis 2011 dans les Deux-Sèvres. Oui, je suis en train de voir le nom de la... Donc, je veux bien que vous partagiez le diapo et j'ai peur que ce ne soit pas le bon. Au vu du nom, je ne sais pas, je vais voir, ça sera la surprise. Non, c'est bon, c'est le bon. Du coup, donc rebonjour à tous. Moi, je vais vous présenter plus la plateforme de Resalis, qui, oui, a été créée en 2011. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte qui est quand même important de cette plateforme. Donc, nous, on est situé en Deux-Sèvres. Nous sommes situés à la Crèche, à côté de Niort. Aujourd'hui, on est une plateforme qui est sur l'exemple qui a été mis en place par le département des Deux-Sèvres en 2011. Aujourd'hui, on n'a plus de lien avec le département depuis 2015. Donc, pour vous donner le contexte, en 2011, le conseil départemental a mis en place un partenariat avec plusieurs producteurs fondateurs du territoire cette plateforme parce que de plus en plus de collectivités voulaient s'approvisionner en produits locaux sur le département. Je veux bien que vous mettiez le troisième slide. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, le département des Deux-Sèvres est fait en longueur. On a pratiquement 150 km entre le nord et le sud du département. Donc, c'est pour ça que le conseil départemental s'était rapidement posé la question de comment mettre en place une plateforme sur le territoire pour aider à la fois les collectivités à s'approvisionner plus facilement, mais surtout aux producteurs pour qu'il n'y ait pas à faire un nombre incalculable, comme on en parlait en première partie en plénière, mais de livraison. Certains producteurs n'ont pas spécifiquement de salariés pour faire les tournées. Ça a un coût aussi, donc en temps on disait, mais aussi financier particulièrement. Beaucoup de producteurs ne répercutaient pas forcément ce prix dans le coût matière qui était distribué. Donc voilà, tout ce ce que nous a présenté Fanny en plénière. Donc voilà, donc ça veut dire que le département a mis en place cette logistique. Changement de mandature, le département a voulu arrêter ce projet, mais les producteurs fondateurs qui étaient là à l'origine ont dit non. Nous, on a investi du temps et de l'argent, donc on récupère l'association. Donc ils ont récupéré le nom de la marque, on va dire, même si ce n'est pas une marque en tant que telle. Ils ont recréé une association, ils ont retrouvé des producteurs fournisseurs, donc producteurs, transformateurs et groupements de producteurs. Voilà, toutes les structures adhérentes au réseau. Ils ont retrouvé de la clientèle et surtout, ils ont recréé une plateforme dématérialisée. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple concret, on travaille avec Panier Local, donc l'entreprise Socléo, anciennement Panier Local, de Nantes. Voilà. Donc, je dis non parce que c'est très important, parce que finalement, c'est cette plateforme-là qui fait tout aujourd'hui. Nous, on n'a pas d'espace de stockage. Donc, c'est important aussi de le préciser. C'est cette plateforme-là qui nous permet de gérer tous les flux sur le département et de gérer la logistique aussi. On a fait le choix de travailler avec un prestataire qui est la STEF. Pourquoi la STEF? On aurait pu travailler avec une autre structure qui est nationale sur notre territoire.
mais finalement, c'est parce qu'elle a son point de logistique qui est à la crèche, donc juste à côté de nos bureaux, qui est dans un centre routier, et qui, donc finalement, les denrées alimentaires n'ont pas besoin de quitter le territoire. Voilà. Donc, après, j'expliquerai un peu plus en détail, hein, mais pour les informations les plus principales, c'est qu'on a une plateforme numérique qui nous permet de gérer tous les flux. On passe par un prestataire et on n'a pas d'espace de stockage. Voilà aujourd'hui. Là, je vous montre, ce que vous voyez sur le partage d'écran, c'est sur votre gauche, c'est le nombre de clients inscrits aujourd'hui. Donc, c'est inscrit, ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus réguliers. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, sur chaque Comcom des Deux-Sèvres. Et on travaille aussi avec certains établissements à l'extérieur des Deux-Sèvres. Parce que vu qu'on travaille avec la STEF va dans tous les cas sur toutes ces communes. Donc, nous, on remplit les camions. Voilà, aujourd'hui. Et sur la droite de votre écran, vous voyez aujourd'hui avec tous nos fournisseurs adhérents au réseau. Donc, on en a 43 fournisseurs. Et sinon, on est à 47 adhérents autres, parce qu'on a aussi des collectivités qui sont adhérentes, des associations, des fédérations régionales, etc. Je vois une question, je peux répondre directement. Quel est le coût logistique en pourcentage du chiffre d'affaires de Resalis? Important. C'est le nerf de la guerre, la logistique. Nous, aujourd'hui, donc, je l'expliquerai plus tard, mais on n'est pas autonome financièrement. Aujourd'hui, les producteurs participent aux frais de transport. C'est une participation chacun et qui permet finalement de se retrouver à zéro en payant le coût de transport. Voilà. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, en charge fixe, on va être à 50-50. Voilà. Avec le reste de charge fixe, avec un bureau, avec le coût de la plateforme numérique, avec mon poste. Aujourd'hui, du coup, si vous voulez bien remettre la slide juste avant. Ouais. Pour le montant hors taxe, on est à 55 000. Voilà. Donc voilà, le coût transport par an nous coûte 55 000 environ de frais de transport avec la STEF. Donc la STEF, mais aussi avec 2 autres transporteurs qui sont occasionnels. On travaille avec un transporteur local qui nous permet de répondre à quelques commandes spécifiques autour de Niort, et après avec un autre pour un marché public spécifique. Après, il y a une question sur les points de massification. Oui. Alors là, on peut revenir sur la slide juste après. Ce que j'allais venir, nous, le point de massification. Donc, on a gardé la logistique du département, finalement, qui fonctionne très bien pour les commandes de plus de 450 € hors taxe de commande. Donc, quand je dis 450 €, c'est notre franco de port. On a 4 points de massification aujourd'hui sur le département. On va en avoir un dans le département qui est à Bressuire, qui est la coopérative Mangeons Bio Ensemble. C'est le même fonctionnement que ce qu'a présenté Fanny en première partie, Manger Bio Périgord. Voilà, ils font partie de tous de ce réseau Manger Bio national. Après, on a un deuxième point de massification à Parthenay, donc plutôt centre-ouest du département, qui est dans un abattoir, qui est partenaire de Resalis, partenaire historique. Voilà, exactement. Merci Fanny. Après, on va en avoir un troisième à Saint-Mexant-de-Venay. Donc là, on a la frontière vendéenne. C'est chez la Basinière, la ferme à Basinière, qui est notre coprésident, monsieur Thierry Chauveau, qui fait partie des cofondateurs de Resalis, même à l'époque du département. Le quatrième, on va être à Brulin, chez la ferme La Roche-Laitière, qui est notre second coprésident, qui est Philippe Baudouin, et qui est aussi un membre fondateur de Resalis. Et on a aussi un cinquième. Certains producteurs qui vont régulièrement sur Niort peuvent déposer directement la STEF. Voilà. Donc, pour vous donner concrètement comment fonctionne la logistique, on est sur un délai de commande de 7 jours, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que les producteurs vont recevoir 7 jours avant la commande, qui vont leur permettre de soit produire en fonction, soit pour les groupements de producteurs, surtout éleveurs, de récupérer la marchandise et en fonction des abattoirs, etc. Donc, pouvoir gérer leur matière. Et ensuite, le deuxième point important, c'est la veille de la livraison chez le client. La STEF va venir récupérer sur les 4 points de massification la marchandise qui aura été déposée le matin même par les producteurs. Donc, on est sur des points de massification qui ne sont pas à plus de 20 km de chez les producteurs, au mieux. Et donc, l'après-midi, la STEF vient récupérer, ramène tout à son point de logistique qui est à la crèche, donc, je disais, qui est à côté de Niort. Et dans la nuit,
Par exemple, pour les livraisons le mardi, dans la nuit du lundi au mardi, 2 salariés de la STEF va préparer les commandes en fonction donc, du récapitulatif que j'aurai envoyé. Vont préparer les commandes du client. Donc, le client, le lendemain, entre 6h et midi, donc les cantines scolaires principalement, vont recevoir en une seule livraison des yaourts de l'Union des départements, de la viande du Sud, etc. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions déjà? Alors, oui, il y a des questions, Bernard, je pense, sur lesquelles on va revenir 14. peut-être. On en parlera peut-être plus tard, mais oui, donc c'est pour ça, c'est quelque chose, comme je disais au tout début, que c'est une logistique qu'on a gardée du département et qu'ils avaient créé pour les gros établissements, on va dire. C'est pas gros et petit, mais on va dire les établissements de plus de 500 couverts jour, collège, lycée. Donc, cette logistique, elle a un coût, donc c'est pour ça qu'on est à 450 € de Franco-de-Port. Et c'est vrai qu'elle exclut les établissements en dessous de 300 surtout, mais parce qu'entre 300 et 500, les établissements peuvent plutôt s'adapter en fonction de leur organisation en interne. Mais en dessous de 300, c'est vrai que ça peut exclure, parce que c'est aussi des établissements qui n'ont pas de stockage. Et parfois, ont des frigos ménagers, des petits congélateurs, donc c'est assez compliqué. Et c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, nous, en interne, de s'adapter. On en parlera un peu plus tard, je pense. Ouais. Effectivement, on en parlera au cours de l'atelier lorsqu'on va rentrer dans la machine et voir quel type de services sont proposés. Maintenant qu'on vous situe mieux, Claire Caillot et Céline Rimbert, sur ce que vous faites, pour commencer, est-ce que... alors, je sais qu'il y a une multitude... Oui, Claire? Juste un point important avant qu'on continue, on n'est pas un intermédiaire, nous, chez Irénis. On fait de la mise en lien entre les fournisseurs locaux et les cantines scolaires. Je dis cantines scolaires parce que c'est 98% de notre clientèle. On va avoir aussi des restaurants d'entreprise, des EHPAD, voilà, mais c'est vraiment en grande partie, c'est des cantines scolaires. Donc oui, on n'est pas un intermédiaire. C'est le producteur qui facture toujours le client. C'est lui qui choisit ses prix. On ne négocie pas. Voilà, il est maître de sa tarification. Il peut, voilà, et donc, il peut en même temps, c'est le lien qui est directement aussi fait avec le client. Enfin voilà, on est vraiment un facilitateur entre les deux. Ouais, c'est important que ce soit bien clair dans la tête des gens. Donc, si on reprend au tout début de la création de plateformes, est-ce qu'il y a une première question qu'il est primordial de se poser quand on commence à réfléchir à créer une plateforme? J'imagine qu'il y a une foultitude de questions à se poser, mais est-ce qu'il y en a une qui est primordiale au tout début? Céline Rimbert, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Oui, je pense que la première, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, quoi? Qu'est-ce qu'on entend par plateforme? C'est un terme pratique parce que voilà, il englobe beaucoup de choses. Là, on va parler de point de massification et c'est un peu dans le même sens, c'est-à-dire que ça veut tout et rien dire. Et la première question, c'est oui, qu'est-ce que je veux mettre dedans plutôt que de dire je veux une plateforme, c'est plutôt quel est le besoin du territoire et de ses acteurs et comment on peut y répondre d'un point de vue logistique. Alors effectivement, les solutions de massification ou de mutualisation sont fondamentales, mais ça peut recouvrir une très grande diversité de tâches. Vous aviez montré tout à l'heure un peu justement le panel des tâches et qu'est-ce qu'on mutualise dans ces tâches, quoi. Je ne sais pas si, voilà, je dirais, est-ce qu'on en a besoin et de quoi on a besoin exactement? Merci. Claire, d'après l'expérience de votre conseil d'administration au moment de la création de Resalis, quelle est la première question que eux se sont posées? Claire, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Donc, je disais, j'ai demandé donc, aux 2 coprésidents qui étaient là à l'origine du projet, surtout parce que moi, ça fait qu'1 an et demi que je suis là. Et eux, la première chose qu'ils se sont dit, c'était par rapport au territoire. Que dans tous les cas, s'ils auraient choisi de faire, ils auraient pu choisir de faire différemment. C'était finalement le conseil d'administration qui avait fait ce choix-là. Il avait été indispensable de mettre en place la dépendance de massification, finalement. Parce que, comme je disais de tout à l'heure, c'est que le territoire est fait en long.
des départements des Deux-Sèvres. Et donc, c'était pour ça qu'il fallait centraliser avant tout. Donc, en premier abord, ils avaient dit qu'il fallait se questionner sur le territoire en lui-même. Donc, ça revient à ce que disait Céline, hein, c'est de se questionner finalement comment on en a besoin, pourquoi, etc. Et eux, c'était la question géographique qui avait pris le dessus au tout début. Et après, en deuxième point, c'était les besoins des producteurs. Parce que finalement, c'était une fatigue générale des producteurs aussi qui a été à l'origine du projet. Voilà. Donc, et après, on reviendra aussi, ils m'ont dit des points de vigilance, et ça sera peut-être plus tard, je crois que c'était une deuxième question. Mais avant tout, c'est de se questionner sur le territoire et de savoir le pourquoi du comment les producteurs veulent cette plateforme. Voilà. Parce que ça aurait pu être pour développer leur circuit de distribution, ça aurait pu être pour leur chiffre d'affaires. Mais là, avant tout, c'était parce qu'ils étaient fatigués de faire beaucoup de kilomètres et qu'ils perdaient de l'argent alors qu'ils avaient envie que leurs produits de qualité finissent dans l'assiette des enfants du département. Dans l'Assemblée, s'il y a des personnes qui sont porteurs de projets de plateforme et qui veulent intervenir sur ce premier point, vous pouvez lever la main. Finalement, vous me faites le pont vers les étapes clés par lesquelles il faut passer quand on réfléchit à créer une plateforme. Finalement, ça revient, cette première question à se poser, c'est finalement la première étape de cette réflexion qui consiste à se poser la question de ce besoin de plateforme d'approvisionnement. Alors, une fois qu'on s'est posé cette question du besoin, qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin? Par quelle tâche, en fait, il faut passer pour identifier ce besoin? Céline Rimbert, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les différentes tâches à avoir, que ce soit par rapport à l'identification du manque, des ressources qui sont déjà présentes, de l'échelle, des caractéristiques du territoire? Pardon, j'étais en train de parler dans le vide. Voilà, je crois que c'est bon. Oui, je crois que la première question qui rejoint un peu celle de quoi on a besoin, c'est qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qui manque sur le territoire, et de bien le faire dans ce sens-là. La première étape, c'est vraiment d'identifier ce qui existe déjà et de s'appuyer, je crois, sur ce qui existe déjà. Donc, à la fois en termes de ressources, en termes d'acteurs, sur ceux qui sont de bonne volonté, à la fois côté producteur, mais aussi côté fournisseur, pour s'engager dans ce type de démarche, parce que, comme on l'a répété à de nombreuses reprises, ça demande une forme d'engagement de l'ensemble des acteurs qui se lancent dans ce type d'aventure. Et c'est des contraintes pour tout le monde. Pour les producteurs, ça représente des coûts et des contraintes. Pour les fournisseurs aussi, notamment si on pense à la restauration collective, pour les chefs de cuisine, pour les gestionnaires, ça implique des changements de pratiques assez profonds parfois et qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Et du coup, partir avec des gens motivés, je crois que c'est le point de départ aussi de tous les côtés de la chaîne. Et donc, je dirais, oui, le premier élément, c'est vraiment d'identifier les ressources. Alors, quand je parle de ressources, c'est à la fois les collectifs de producteurs ou les collectifs de consommateurs, enfin, en tout cas, des collectifs qui existent déjà, puisque voilà, les plateformes, leur objet, c'est bien de développer des solutions collectives de la logistique, et plutôt que de vouloir aller créer de toutes pièces des plateformes avec des gens qui ne se connaissent pas, et donc il faut avoir un niveau de confiance relativement bas, ou en tout cas des liens sociaux préexistants qui sont peu forts. Ça va demander des efforts supplémentaires. Ça a été le cas des paysans du Grand Hainaut, où ça a été une réunion de producteurs qui n'avaient pas de lien entre eux et qui ont rencontré des réelles difficultés à travailler ensemble, à coopérer, et a fortiori à coopérer sur des opérations pratiques de logistique et à se mettre d'accord sur la répartition des coûts, sur la répartition des tâches, etc. Donc pour moi, le premier point, c'est vraiment les ressources, d'identifier donc les réseaux de producteurs qui seraient porteurs, et ensuite également les ressources qui existent déjà sur le territoire en termes d'infrastructure. Développer une plateforme, ça ne veut pas forcément dire acheter un local avec du stockage. On a vu avec l'exemple de Resalis que, par exemple, il n'y a pas d'espace de stockage, et ce n'est pas toujours nécessaire en fonction de ce qu'on veut faire, utiliser des espaces de stockage dans les fermes, par exemple, ou je prends l'exemple là du court-circuit.fr, qui ont des points de massification et des plateformes qui sont en fait des
ateliers de transformation des producteurs engagés ou des espaces de stockage dans les granges des fermes une fois par semaine. C'est là qu'ils vont faire les paniers, etc. Certains producteurs ont investi à titre individuel dans des chambres froides qui servent occasionnellement de façon collective pour les groupes les jours de livraison dans ces points de massification. Les camions, c'est du même ordre. Le premier conseil, c'est de ne pas mener de surinvestissement inutile dès le départ, mais plutôt de s'appuyer sur ce qui existe déjà et davantage donc, des ressources qui ne représentent pas des investissements trop lourds et pourquoi pas qui sont dispersés sur le territoire pour peu qu'on arrive à développer une cohérence. Là, Claire parlait pour Resalis de points qui sont pas à plus de 20 km des producteurs. Ça me semble une bonne solution d'identifier des sous-ensembles avec des points de massification qui sont à proximité des producteurs parce que souvent, malgré tout, la partie collecte, enfin ramassage, c'est pas la première partie qu'on fait parce que c'est quand même quelque chose de relativement coûteux de faire du ramassage chez les producteurs. Donc, ce qui veut dire que c'est les producteurs qui doivent se rendre dans un premier point et il est indispensable que ce point soit à proximité et ne soit pas trop coûteux pour eux. Sinon, le désengagement va se faire rapidement. Il y a des chances, en tout cas. Voilà, je crois que... Et je vais reprendre finalement tout ce qu'a dit Céline parce que je vais illustrer parce qu'on est d'accord sur tous ces points-là et ça, c'est indispensable de penser à... Je dis 3 parce qu'on a parlé de ce qui existait déjà, des engagements des producteurs et de finalement savoir si on passe par un prestataire ou on crée un espace de logistique, un espace de stockage. Donc, pour illustrer, chez Resalis, donc ils sont partis de ce qui existe déjà, oui. Avec les points de massification, je vous avais présenté tout à l'heure, on est sur la coopérative Mangeons Bio Ensemble, la SVEP, la Basinière et la Roche-Laitière. Et ces 4 points de massification ne sont pas rémunérés. Donc, c'est un engagement de ces 4 personnes, enfin de ces 4 structures bénévolement. Et pourquoi chez eux? C'est parce qu'ils ont des chambres froides assez grandes pour pouvoir stocker le temps de 3 à 4 heures les denrées alimentaires des autres producteurs dans leur espace froid. Côté hygiène, je pense qu'il faut quand même qu'on en parle. Il y a des a priori parfois de penser qu'on ne peut pas mélanger toutes les denrées. Par exemple, l'abattoir à la SVEP qui appartenait, on pourrait penser qu'on ne peut pas ajouter d'autres produits. C'est le cas, mais il y a certaines règles qui permettent quand même d'adapter de ce côté-là. Par exemple, les fruits et légumes, normalement, ne doivent pas être en contact avec la viande. Oui, donc on emballe. C'est vraiment, par contre, ça, c'est vraiment dommage. On arrive à avoir des produits de qualité, locaux, etc., qui sont hyper frais. On est obligé de les envoyer dans un sac plastique pour pouvoir les mettre à stocker à la SVEP qui est dans un abattoir et qui ne peut pas accueillir d'autres denrées alimentaires. Enfin, je pensais préciser quand même ce point-là, qu'il faut faire attention pour les règles d'hygiène, qui sont quand même très, très importantes. Mais ça, dans tous les cas, pour la restauration collective, c'est très strict. Donc, finalement, ces règles-là se répercutent aussi du côté du producteur. Et qui dit producteurs locaux ont eux aussi des règles très strictes qui sont suivies par les services d'hygiène du département. Et que, voilà, toutes ces règles se suivent et ça peut se faire quand tout le monde... Ah. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ça a coupé. Donc voilà, donc si chacun suit son protocole déjà de base, tout se passe bien. Voilà, mais il ne faut pas l'oublier. Ça répercute après sur l'engagement. Ça, c'est indispensable. C'est une des premières choses directement quand j'ai demandé aux coprésidents ce qu'ils en pensaient. Et on le ressent aussi dans les CA, dans la régularité de chacun et dans l'investissement aussi dans le côté collectif ou pas de certains fournisseurs. Chacun aussi a ses attentes qui peuvent être différentes. Mais chez Resalis, c'est l'un des points d'orgue, c'est d'avoir cet esprit collectif. On est une association. On n'est pas une entreprise, ou même si on pouvait avoir une forme de SIC, qui est une coopérative plus alternative, bien sûr, mais on est associatif. Chacun prend une décision et chacun doit donner de soi-même aussi dans l'association. Et ça, c'est vraiment totalement différent que d'être actionnaire, par exemple, dans une coopérative. Et ça demande du temps. On fait des groupes de travail, on a les AG, les CA, ça demande énormément de temps, surtout pour certains, parce que tout le monde n'est pas engagé au même niveau, bien sûr, on ne demande pas le même engagement pour chaque fournisseur. Mais il y a un noyau dur qui doit être là et qui doit être réactif et qui puisse donner son avis sur chaque décision au quotidien, qui sont très, très nombreuses. Et c'est pour ça qu'il faut au moins qu'il y ait un noyau du CA qui soit important. C'est indispensable, même, voilà, indispensable plus.
Et question de prestation, de faire le choix, donc si on récupère la logistique en interne ou en externe. Et donc là, le choix du prestataire est indispensable. Je vous disais pourquoi la STEP, c'est parce qu'on refait avec ce qui existe déjà sur le territoire. Ça ne marchait pas très bien au début, bon, ça il faut se le dire, parce qu'on était un tout petit client pour eux, mais il y a eu du travail. Ça fait, on va dire que ça a pris bien 4 ans, vraiment à reposer les bases, à avoir un commercial avec nous qui était ouvert et qui était prêt à adapter la logistique en interne de la STEF. On a un petit espace qui ne nous appartient pas, mais la STEF a fait le choix d'avoir un petit espace pour Resalis où on peut intégrer une dizaine de palettes. Pendant un petit temps, ça dure 5 heures, 2 nuits par semaine. Donc, pareil, ils ont fait le choix, on a travaillé ensemble. Il y a des documents qui peuvent être fournis par Resalis, il y a des EDI qui sont envoyés. Donc, des EDI, c'est des, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît à peu près, hein. C'est des demandes de transport qui sont envoyées directement de la plateforme à la STEF pour qu'eux, ils puissent créer leur tournée derrière. Donc, il y a vraiment un énorme travail qui a été fait avec la STEF et ça se fait petit à petit. Voilà. Qui dit un gros faiseur national dit qu'après, c'est l'humain qui prend le rôle et que ça prend du temps. Voilà. Il ne faut pas négliger non plus et ça se travaille au quotidien. Parfois, il y a des problèmes de mise en relation dans les services. Voilà, c'est une grosse structure. On a un tout petit client, mais ça se fait. Voilà. Donc, c'est important. Si on passe par un prestataire, il faut vraiment bien le choisir et passer du temps d'échange. Voilà, pour illustrer. Et Claire, sur ce diagnostic des besoins, est-ce que vous êtes aussi passé par une évaluation des coûts logistiques des producteurs à la base? Alors, vous n'étiez peut-être pas là au tout départ, mais... Ça a été fait au moment du département, au tout début, en 2011. Voilà. Les chargés de mission qui étaient au département avaient fait cette étude qui n'a pas été transmise, finalement. C'est quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est quelque chose qu'on va refaire. Du coup, aujourd'hui, on va être accompagné par un dispositif local d'accompagnement donc, qui est porté par France Active parce que depuis 2015, les producteurs ils sont mis corps et âme à essayer de sauver Resalis, à trouver une bonne logistique, à retrouver des producteurs, etc. et à avoir un certain équilibre financier. Et maintenant, donc, on reprend un peu les bases. Voilà. Maintenant, Resalis est pratiquement à son équilibre. On en parlera plus tard. Maintenant, on va se poser les questions de l'identité de Resalis et aussi de se reposer les questions vraiment si cette logistique-là, elle convient toujours, comment faire, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres solutions, etc. Donc là, on va ressortir des chiffres, on va faire un état des lieux vraiment spécifique, diagnostic. Et on a une apprentie aussi, aujourd'hui, là, depuis fin 2021, qui va s'attarder sur ces questions-là. Et de calculer aussi, finalement, oui. l'économie en empreinte carbone qu'on fait. Céline, vous voulez ajouter quelque chose sur cette évaluation des coûts? Oui, effectivement, j'évoquais tout à l'heure, donc identifier les ressources et les infrastructures sur le territoire, mais il faut aussi identifier les flux qui existent entre eux. C'est parce que finalement, avoir uniquement des points, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir comment ça circule entre les points. La logistique, c'est bien une question de flux. Et c'est bien ça qui est coûteux. Quels sont combien coûte le flux d'un espace à un autre? Finalement, c'est pas tant les points que les flux qui sont coûteux. Et effectivement, faire une évaluation des coûts logistiques, notamment des producteurs. Et alors, ça va peut-être répondre également à une question que posait Christine sur quel est le volume minimum d'échange en chiffre d'affaires pour rentabiliser ce type d'organisation. Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Et là, c'est en faisant du calcul de coûts logistiques qu'on peut fixer des minimums de commandes, etc., en fonction de la distance. Je sais que c'est un travail qu'on avait fait avec les paysans du Grand Hainaut. Alors, avec l'université Gustave Eiffel et le CEREMA, on a créé un outil de calcul de coûts logistiques en ligne qui est gratuit, qui s'appelle Logicoût. Je vous invite à aller voir sur Logicoût. Vous pouvez indiquer. Donc c'est un outil qui a été créé pour les producteurs et pour les accompagnateurs, enfin les accompagnateurs et accompagnatrices des producteurs, pour les aider à calculer leurs coûts logistiques. Donc ça prend en compte à la fois le coût du véhicule, l'amortissement, le type de véhicule, le volume transporté. On peut y intégrer d'autres tâches logistiques, donc pour avoir le coût en temps aussi, parce qu'il ne faut pas oublier cette donnée-là. Ce n'est pas uniquement du kilomètre, c'est aussi du temps pour le producteur ou quelqu'un d'autre, ou un salarié, etc. Et ça permet d'avoir, grâce à ce calcul du coût logistique, on peut avoir une idée de combien ça coûte et de
combien au maximum on veut que ça représente du pourcentage de notre chiffre d'affaires et de fixer des minimums de commandes en fonction de ça. Ça permet également de faire des simulations, donc avec des scénarios de tournée. On peut modifier facilement des points sur la tournée pour voir quelle est la différence de coût. Et dernier point, Logicoût permet de calculer le coût logistique économique, donc combien ça coûte d'un point de vue en euros, d'un point de vue monétaire, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre et autres particules. Donc ça peut avoir un intérêt, notamment pour les collectivités, de montrer ce genre de... Oui, complètement. Logicoût, et puis c'est gratuit, surtout. C'est gratuit, c'est facile d'accès. Je vous conseille de créer un compte. Comme ça, vous pouvez garder vos tournées et faire des scénarios un peu plus approfondis grâce à l'outil d'enregistrement et de scénarisation, justement, qui est à disposition. Les chambres, notamment, font des formations aussi sur Logicoût pour les conseillers et pour les producteurs directement, je pense. Donc, je vous invite vraiment. Il y a une valise pédagogique que j'ai réalisée avec des collègues attachés aussi dans Logicoût qui donne des conseils sur l'accompagnement de la logistique, notamment de la logistique collective, sur comment faire un diagnostic logistique individuel ou collectif. Je vous invite à feuilleter cette valise ou à revenir vers moi si vous voulez plus de précisions, c'est possible également. Je mettrai des liens vers Logicoût, la valise pédagogique dans le compte rendu que je vous enverrai. Dans le chat, on a une question de Stella Blé du Pays Basque qui demande est-ce que vous pourriez parler de l'importance de la gamme de produits, s'il vous plaît? Donc, je pense que ça va nous faire le pont sur notre deuxième partie qui concerne plutôt maintenant qu'on s'est posé les questions des besoins, c'est quel outil mettre en place, avec quel service, et donc va se poser aussi la question de la gamme de produits. Donc c'est sur cette deuxième étape de se poser la question quel type de plateforme. Claire ou Céline, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les actions et les sous-questions clés à se poser sur ce type quand on se pose la question du type de plateforme qu'on veut proposer, et notamment du type de services qui sont proposés par ces plateformes et qui vont donner la forme à cette plateforme? Céline, peut-être pour commencer, je pense pour... Oui. Première, sur le type de plateforme, effectivement, la première question, c'est quelles sont les tâches qu'on a besoin de mutualiser. Comme je disais tout à l'heure, la question de la collecte chez les producteurs, alors ça peut être un outil très intéressant pour les producteurs, mais ça reste un outil très coûteux. Donc, est-ce que c'est le premier qu'on met en place? Si on reprend le document proposé par Fanny au départ sur les différentes tâches logistiques, je suis désolée, c'est pas sur le même PowerPoint, je crois, mais il y avait les différentes tâches logistiques, donc c'est lesquelles on mutualise, qu'est-ce qu'on veut mutualiser, et derrière ça, il va y avoir la question de du coup avec qui on travaille. On parlait tout à l'heure de la question de l'engagement, et effectivement, le avec qui on veut travailler, c'est fondamental, parce que si on prend des producteurs qui se connaissent mal, encore une fois, on va avoir des difficultés. S'il y a beaucoup d'acteurs facilitateurs et peu d'acteurs opérationnels, ça peut être une difficulté. Si je reprends l'exemple des paysans du Grand Hainaut, pour faire un peu l'historique et peut-être expliquer en partie l'échec de ce projet. En tout cas, quand je suis partie, on était plutôt sur un échec. C'est un projet qui avait été impulsé par la DRAF et par le département du Nord, qui ont fait un appel auprès de producteurs de l'ensemble de la région, et ils ont travaillé avec ceux qui voulaient bien être là, sauf que ceux qui étaient là pour des raisons diverses. Ils n'avaient pas forcément énormément de temps à consacrer. Ils avaient la chance au début de pouvoir s'appuyer sur un lycée agricole qui gérait en fait une bonne partie des tâches logistiques pour l'ensemble des producteurs, et dans cadre de l'arrêt des emplois aidés, le lycée agricole a dû se séparer de la salariée qui gérait toutes ces tâches pour l'ensemble des producteurs, ce qui a créé un vide d'un coup, et on est passé d'une plateforme qui visait à mutualiser à une plateforme qui était uniquement utilisée comme un carnet d'adresses pour les producteurs qui allait livrer en direct.
Alors, pour certains qui avaient des organisations individuelles, logistiques déjà optimisées, c'était rentable. Pour les autres, nous, on a eu des cas de une productrice qui a livré pour 200 euros 200% de son chiffre d'affaires, quoi. Donc voilà, là, on est dans des aberrations les plus totales où une productrice qui est dans un coin très isolé se retrouve à devoir traverser la moitié du département parce que elle s'est engagée et qu'elle veut tenir ses engagements et elle y va. Mais comme il n'y a plus de mutualisation, elle se retrouve dans une situation intenable. Euh, et du coup, là, voilà, on était sur une configuration où il y avait beaucoup de collectivités, d'acteurs publics très engagés au départ, qui se sont désengagés tous quasiment en même temps et qui ont laissé une forme de vide pour les producteurs. Donc la question de avec qui on travaille, elle est fondamentale. Je crois que pour Resalis, au départ, il y a eu un engagement fort de l'acteur public départemental qui a permis de lancer le projet. Mais pareil, une fois que ces gens sont partis, bah, comment on rebondit? J'imagine que Claire pourra en parler plus précisément. Donc la question de l'engagement de l'ensemble des acteurs est aussi une question et va déterminer un peu comment on travaille aussi. Et dernier point là-dessus, derrière tout ça, il y a aussi la question du territoire, hein. Claire l'évoquait tout à l'heure, c'est à quelle échelle on veut travailler, sachant que chaque territoire va avoir des contraintes qui lui sont spécifiques. Je reprends le cas des paysans du Grand Hainaut, on était sur un territoire rural, en déprise, donc avec des fournisseurs qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens financiers, sur un territoire éclaté, avec des petites communes, des petits volumes, sur un territoire relativement vaste, donc des difficultés supplémentaires qui expliquent aussi en partie l'échec des paysans du Grand Hainaut. Ça ne veut pas dire qu'il faut privilégier uniquement les territoires qui sont déjà très maillés, etc. Mais il faut savoir que ça impose des contraintes supplémentaires. Il faut peut-être faire un choix d'élargissement au fur et à mesure. C'est ce qui s'est produit pour les deux autres, que ce soit le Drive fermier du Montreuil ou le court-circuit.fr. On est sur des cas où l'échelle à laquelle ils ont travaillé s'est agrandie au fur et à mesure de la consolidation de l'organisation logistique et au fur et à mesure de la capacité à la viabilité économique de ces ensembles. Et il vaut mieux progresser tranquillement, mais sûrement, plutôt que de directement viser des territoires qui sont parfois, certes, pour les acteurs publics, des territoires où ils ont des compétences et qui croient donc pertinents, mais qui sont parfois trop grands. De la même façon, pour le cas des Deux-Sèvres, je crois que c'est assez spécifique et Claire l'a un peu montré, on est sur un territoire tout en longueur. Bah, parfois, il vaut mieux, plutôt que de vouloir aller livrer du nord au sud du département, se tourner vers des acteurs qui sont à côté et donc redéfinir un territoire qui est cohérent d'un point de vue logistique et pas d'un point de vue des acteurs publics qui sont engagés dans les projets, par exemple. Et donc travailler vraiment progressivement par ajout successif. Voilà, je crois que... Et je vois qu'il y a des nouveaux messages, je ne sais pas si ça concerne... Je vais laisser la parole à Claire. Claire, oui, il y a un nouveau message de Guillaume Michel qui est chargé de mission à la Comcom du Val-de-Sèvres en Deux-Sèvres. Guillaume Michel, votre question est très longue. Vous pouvez peut-être ouvrir votre micro pour la poser directement. Il fait une belle transition en plus. Donc, ouais. Oui, c'était effectivement voulu. Effectivement, la question est longue. Je ne pensais pas qu'elle était si longue et il y a plusieurs questions d'ailleurs. Sur la carte qu'on a vue tout à l'heure, des points des clients entre guillemets de Resalis, on voyait qu'il y en avait beaucoup sur le Niortais et plus globalement sur le sud du département. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y avait une réflexion des administrateurs ou de Resalis de redéfinir la zone de livraison, voilà, c'est cette carte-là à gauche, de redéfinir la zone de livraison pour la restauration collective, quitte à déborder un peu du département, par exemple pour aller vers le sud Vendée, vers le nord des Charentes, ou ce genre de zone. Et voilà, est-ce qu'il y a une réflexion par rapport au coût de la livraison d'établissements qui sont éloignés des autres établissements, par exemple? Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Merci Guillaume. Du côté, on parle de département, on parle de région, etc. Mais il ne faut pas trop parler de frontières non plus en logistique. Sinon,
Sinon, on s'enferme sur un seul territoire et ça peut être dangereux pour certains producteurs parce que finalement, Parthenay, on est plus proche, on n'est pas plus proche, mais c'est kiff-kiff le nombre de kilomètres entre Parthenay et Poitiers, Poitiers qui est en Vienne, et Parthenay-Niort. Donc, on a certains producteurs, ou pareil pour Thouars, on a certains producteurs qui vont plus aller sur Poitiers et qui vont très peu aller sur Niort et que finalement, ils vont développer leur clientèle, même en collectivité, plus sur le département de la Vienne. Pareil pour ceux qui sont à la frontière Vendée avec La Roche-sur-Yon, par exemple, ou Fontenay-le-Comte. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas laisser de côté. Du coup, voilà, c'était le département des Deux-Sèvres qui avait créé le projet à la base, donc c'était une logistique qui marchait bien sur le département des Deux-Sèvres. Mais on ne se ferme pas. Donc aujourd'hui, vu qu'on travaille avec la STEF, je disais tout à l'heure, on peut aller dans les autres communes de l'Expoitou-Charentes. On va très peu dans l'Indre-et-Loire, etc., côté Bretagne, parce que la logistique nous coûte très très cher. On a un marché public, un cas particulier, la Clinique centrale de Nantes qui est venue vers nous parce qu'elle recherchait 2 produits en particulier qui étaient proposés sur les Deux-Sèvres. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais les Deux-Sèvres est un département très agroalimentaire. On a une large proposition de produits. On reviendra sur la proposition du catalogue, du coup. Donc, ils étaient venus vers nous, mais ça nous coûte très cher. Si on n'avait pas de marché public, avec eux, on n'irait pas. Parce que la STEF doit changer de point de livraison, enfin de point de logistique, pour après repasser et passer par un autre prestataire qui livre quand on part sur la Bretagne. Donc, tout de suite, les coûts, ils montent et ils triplent, même si je peux ils triplent largement. Donc, finalement, il y a des choses, ça nous coûte moins cher d'aller en Charente-Maritime, de l'Expoitou-Charentes, parce que le système de logistique a été fait comme ça sur le territoire. Voilà, parce qu'il avait certainement été fait par rapport à l'autoroute A10 qui passe par Niort, qui fait Niort-Paris, qui passe par Poitiers et qui redescend vers Bordeaux. Donc, c'est pour ça aussi que le point logistique de la STEF est placé à la Crèche, c'est parce qu'on a une patte d'oie entre 2 autoroutes et l'autre qui part vers la Vendée. Voilà, tout simplement. Donc, il faut voir sur votre territoire comment fonctionne votre logistique. C'est vrai donc que Renalis, pour baisser ce franco de port de 450 €, on prévoit de le baisser et finalement, aujourd'hui, on va faire une étude dessus, une étude de faisabilité, mais aujourd'hui, sur le papier, ce qui fonctionnerait bien, c'est de créer un point de stockage sur Niort pour répondre aux plus petites commandes. Donc, quand je dis plus petites commandes, c'est même qu'on va en dessous de 300 € de franco de port. Et pour répondre aux plus petites écoles qui vont avoir 90 couverts, une centaine de couverts. Et parce que le but n'est pas de créer de multiplier les cuisines centrales sur le territoire. Il faut toujours que si les cantines peuvent continuer à choisir leur menu et de cuisiner sur place dans la cantine, pour que ce soit le plus frais possible, il faut continuer à le faire. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de livrer. Et donc, finalement, ce point de stockage qui serait sur Niortais permettrait de répondre dans un rayon de 20 km autour de Niort. Donc, ça reste un petit nombre d'écoles, bien sûr, mais vu que nous, notre clientèle s'est particulièrement développée autour de Niort, on va déjà répondre à une partie de notre clientèle et donc de livrer avec une autre flotte. Donc là, pas forcément non plus créée en interne, peut-être plus tard, mais pour l'instant, passer par un autre prestataire logistique, enfin de transport avec qui on travaille déjà aujourd'hui, qui est tout seul, qui a un camion d'1 tonne et qui pourrait répondre à une dizaine d'établissements une fois par semaine pour les livrer dans un rayon de 20 km. Et donc là, on récupérerait, nous, la préparation des commandes et la logistique en interne. Mais donc, ça représente une 50aine d'établissements en tout. Et vu qu'il commande une dizaine de commandes régulièrement, ça pourrait fonctionner comme ça. Donc là, toujours, voilà, on revient quand même à recréer un autre point de logistique. Et il faudra par contre, là c'est le point noir, que pour l'instant, pour que ce soit intéressant financièrement, que les producteurs viennent eux-mêmes déposer sur point massification. Donc, ça ne concernera pas tous les producteurs du département, ça concernera ceux qui viendront régulièrement sur Niort. Mais vu qu'on a une large gamme de produits, on aura quand même une bonne proposition, un catalogue assez large. Parce qu'on a finalement pour chaque produit, pour chaque filière, enfin pour chaque famille de produits, pardon, on va avoir 4, une moyenne de 3-4 producteurs différents. Parce qu'on a toujours voulu quand même avoir une diversification de fournisseurs, que ce soit en termes de certification, parce que nous, on n'a pas de spécialité, on ne promeut aucun label. On va à la fois avoir du biologique, à la fois avoir du haute valeur environnementale, comme la licence Bleu Blanc Cœur aussi, ou du conventionnel, du fermier, enfin là, on a de tout. Et on ne veut pas mettre en avant, mais la clientèle a besoin d'avoir une proposition en tout.
Donc, on a un producteur de chaque quand on peut. Voilà. Mais on n'a pas plus, parce qu'aussi, il faut limiter le nombre de producteurs dans le réseau en fonction du nombre de la demande, du nombre de clients. Il ne faut pas qu'il y ait une concurrence qui se crée entre eux. Voilà, donc un point que je n'ai pas précisé tout à l'heure aussi, ce n'est pas forcément en lien, mais chaque producteur doit passer devant le conseil d'administration. Il écrit une lettre de motivation, on va dire, ce n'est pas comme un entretien d'embauche, mais où il présente vraiment sa structure et c'est le conseil d'administration qui choisit et qui voit en fonction de où il est sur le territoire, en fonction de ce qu'il propose comme produit, pas en fonction du prix. Là, par contre, on essaie, sauf s'il est vraiment ses produits sont trop chers, on va lui dire, mais encore si c'est son choix qui peut rentrer dans le réseau et qui fait des bons produits, voilà, sur le tarif, c'est juste qu'après la collectivité achètera pas forcément, parce que c'est encore une question très très importante du budget de la collectivité. Donc voilà, bon, pour répondre à peu près à la question de Guillaume, on a un projet de réinvestir la logistique en interne chez Resalis pour les petites communes, parce que la logistique qui avait été choisie au niveau du département n'est plus intéressante pour les petits établissements. Et Claire, par rapport à cette question d'échelle territoire, il y a une question de Christine de Courcelles qui demande mais s'il y a des subventions territoriales, êtes-vous contraint de travailler à l'échelle du territoire du subventionneur? Non, pas forcément. J'ai vu aussi passer la question, ça va répondre en même temps, qui finance Resalis. Peut-être, je ne sais plus si j'ai un diapo là-dessus. Non, je l'avais enlevé. C'était donc le chiffre d'affaires. On va partir dans ce sens-là. Le chiffre d'affaires aujourd'hui de Resalis, donc ce n'est pas le chiffre d'affaires de l'association, mais des flux de marchandises qui sont faits par la plateforme. Donc, c'est le chiffre d'affaires des fournisseurs de Resalis. On est à 530 000 € hors taxe en 2021. Donc, on était à 55 000 du coût de transport. Donc là, on n'est pas autonome avec 500 000. Nous, notre but, c'est de au moins doubler, minimum avoir 1 million pour pouvoir être autonome financièrement. Parce qu'aujourd'hui, mon poste est financé par la région de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. En totalité. Ouais, en totalité. Et la région de Nouvelle-Aquitaine nous soutient, mais tu ne pourras pas nous soutenir toute la vie. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre. Et cet équilibre-là, on l'a calculé et il sera au minimum à 1 million. Voilà. Donc, il faut qu'on le double. Et c'était la question après aussi, mais s'il y a des subventions territoriales, êtes-vous contraint de… Par contre, on est contraint au marché public. Voilà. On répond à des marchés publics parce que dans la collectivité, dans le public, pardon, on est obligé de répondre au marché public, vous devez savoir, pour qu'il y ait une concurrence naturelle qui se crée entre chaque fournisseur. Donc, nous, on y répond chez Resalis. Alors, je crois qu'avant aussi ou après, voilà, ça vous donne un ordre d'idée, mais on en reviendra peut-être après. Ou encore après aussi. S'il vous plaît, encore après, je ne sais plus où je l'ai mis, donc encore avant. Pardon, c'est au début. Encore. Sur l'émission, voilà. On était dessus, en fait, finalement. Donc là, on a un problème d'engagement sur les 3 points qui étaient juste avant. Logistique, marché public, animation du réseau. Donc là, on a une obligation que quand c'est les marchés publics. Voilà. Et que nous, on y répond parce qu'on a le regard sur tout ce qui est disponible sur le territoire et que les producteurs locaux ne peuvent pas eux-mêmes répondre au marché public parce que c'est un temps, qu'il faut avoir les compétences et qu'il faut faire le suivi, etc. Et donc, finalement, on le fait au sein de Resalis. Et ça, c'est gratuit. Enfin, ce n'est pas vraiment gratuit pour le producteur, mais il ne paye pas de prestations spécifiques. C'est englobé dans ses frais de transport. Voilà. Quelqu'un d'auprès des cuisiniers demande, pourriez-vous nous redonner le pourcentage de coût de transport, s'il vous plaît? On était à 55 000 hors taxe sur 500 000. Alors, pour revenir un peu dans le déroulé de notre atelier, donc, on l'a vu, vous avez insisté dessus, Claire, dans les services que vous proposez. Pardon, Fanny, avant de passer à autre chose, je vais répondre à la question peut-être. J'avais pas compris dans le pourcentage de commission. Pardon, c'est moi, j'avais mal lu la question. Donc oui, il y a une commission qui est facturée aux fournisseurs
Donc, soit le fournisseur peut faire le choix de livrer en direct, toujours, parce que le client est juste à côté de sa ferme et parce qu'il passe devant, ou etc., ou qu'il a une tournée spécifique et qu'il peut livrer directement le client. Donc là, on va être sur une commission à 7% qui englobe les frais de participation aux frais fixes de l'association. Ou sinon, on va être sur, s'il passe par Resalis, donc on dit une livraison en transit. Donc là, ce sera une commission à hauteur de 15%, donc qui englobe toujours les 7% de frais fixes et les 8% de frais de participation au coût de transport. Voilà. Est-ce que je réponds plus à la question? Ouais, et après, on a les cotisations aussi. Voilà, là, on est sur les cotisations. Là, vous l'avez sous les yeux. Je voulais juste revenir sur les services que vous proposez, puis ça fera le lien avec votre modèle économique. Mais vous avez insisté dessus, c'est que vous n'êtes pas un intermédiaire et que vous faites de la mise en relation. Donc ma question, c'est pourquoi vous avez choisi ce type de service? Et donc peut-être que après, si ce n'est pas encore trop clair sur votre modèle économique, vous pouvez nous le préciser. Donc, pourquoi on a choisi de ne pas faire du rachat-revente, par exemple? Ouais. C'est ça? Ouais. C'est le choix du conseil d'administration encore aujourd'hui. Voilà, c'est pour que le producteur soit toujours maître de sa tarification, maître de sa livraison, maître de sa commande, maître de l'association, tout simplement. C'est quelque chose qui peut ne pas être fermé un jour, peut-être que pour que le modèle économique soit viable, et bien que le dispositif local d'accompagnement qu'on va faire là cette année va nous montrer qu'il faut absolument passer par le rachat-revente. Peut-être. C'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas été encore calculé totalement, hein, et on le sait qu'il faut qu'on travaille dessus. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'était les valeurs de Resalis qui avaient pris dessus, que ce soit toujours le producteur qui soit maître de son circuit de distribution. Voilà. Ça répond à la question d'Agathe Buris, d'IEPR. Est-ce que du coup, pour les marchés publics, vous achetez la marchandise et revendez? Non. Voilà. Non. C'est donc, pour vous répondre à la question juridiquement, pour les marchés publics, on peut être soit en réponse solidaire, où là, tous les fournisseurs sont au même niveau et on doit à peu près, je ne connais pas exactement pour le solidaire, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, soit on est en solidaire, soit on est en co-traitance, et nous, on est en co-traitance. C'est-à-dire que le fournisseur nous délègue le pouvoir pour répondre à sa place au marché public. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est toujours maître. Ça veut dire que les actes d'engagement sont au nom du producteur, on a le RIB du producteur qui est transmis, on a toutes les documentations d'agrément sanitaire, de certification, etc. Voilà. On va dire que Resalis centralise. Il répond par délégation de pouvoir. Et on a une délégation de pouvoir qui est signée, bien sûr, aussi du producteur. Ça peut freiner parfois, oui et non. On a ça freine plus quand on passe par des entreprises type Happy Restauration ou Elior. Là, on est en train de travailler dessus. On ne travaille pas encore avec eux, mais ils sont venus vers nous parce qu'ils recherchent des produits locaux. Et eux, ça leur pose problème qu'il y ait divers fournisseurs parce qu'il faut qu'ils créent des contrats d'engagement avec chaque fournisseur. Pour les marchés publics, non. Les services de facturation, finalement, ils vont avoir plusieurs fournisseurs qui vont les facturer. Voilà. Ça dépend. C'est que finalement, avec les marchés publics, l'organisation en interne s'est plus facilement adaptée, alors que pour les structures comme Happy Restauration, Sodexo, Lior, etc., ils ont un fonctionnement déjà de rachat-revente, etc. Donc, ils n'avaient pas. C'est plus compliqué avec eux. Voilà. Là, on pourra vous en dire plus tard comment ça fonctionne, si ça fonctionne un jour. Mais pour l'instant, ça bloque. Quelqu'un demande si vous avez quelques clients en direct de gré à gré. On peut peut-être mettre le graphique qui était juste avant. Voilà. Donc, les marchés publics, quand même, nous représentent un peu plus de la moitié de chiffre d'affaires. Et après, c'est du gré à gré. Gré à gré, on va travailler avec des restaurants d'entreprise. Gré à gré, ça peut être des cantines scolaires qui n'ont pas plus de 40 000 € de dépenses annuelles en alimentaire. Ça peut être des épiceries locales, ça peut être des restaurants commerciaux, ça peut être des CHU. On a travaillé avec le CHU de Poitiers qui n'avait pas créé de marché public exprès pour les produits locaux. Ils faisaient des offres commerciales. Donc là, c'était considéré comme du gré à gré.
Alors justement, sur la question des débouchés, Claire, vous avez dit que la restauration collective, ça représente une grande partie de vos débouchés, mais aujourd'hui, justement, c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler, de pouvoir diversifier ces débouchés. Comment est-ce que vous comptez le faire? Enfin, je pense que tout le monde s'en doute, mais dans quelle mesure c'est important justement pour la pérennité de la structure de pouvoir diversifier ces débouchés? Oui, ce qui est dommage, c'est que j'ai enlevé le slide où on voyait le chiffre d'affaires par mois. On aurait vu concrètement que nous, le problème, c'est la régularité pour les fournisseurs. Les vacances scolaires, les écoles sont fermées. Donc là, c'est tout bêtement le mois d'avril qui arrive. On va avoir que 2 semaines d'achat. Ils vont aussi reprendre leurs commandes la dernière semaine des vacances pour la rentrée. Mais on tombe à moitié du chiffre d'affaires qu'on peut faire. Donc là, c'est pour ça qu'on va ouvrir plus aux restaurants commerciaux et aux épiceries locales. Voilà, pour rééquilibrer. Et peut-être aussi aux restaurants d'entreprise d'avancer un peu plus de ce côté-là. C'est parce qu'à l'origine, Resalis, c'était pour la restauration collective, scolaire. Donc, on a développé plus avec les scolaires. Mais ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, finalement, le service de Resalis peut y répondre. Pour les cantines d'entreprise qui ont, par exemple, je donne l'exemple de la Maïf, à Niort, eux, ils ont jusqu'à 1200, quand tout va bien hors Covid, 1200 couverts jour. Donc là, le franco de port de 450 €, ce n'est pas un problème pour eux. Mais on peut avoir des restaurants d'entreprise qui vont avoir une centaine de couverts. Donc là, pareil, le projet de l'espace de stockage sur Niort pour répondre aux franco de commande en dessous de 300, et bien là, il se mettra en place. Les restaurants commerciaux, ils vont avoir une soixantaine de couverts jour, ceux qui fonctionnent bien. Là, pareil. C'est pour ça que ce projet-là pourra répondre aussi plus largement à d'autres types de structures qui ne sont pas scolaires. Et j'imagine qu'en plus, parmi ces débouchés, il y en a certains qui sont déjà clients des producteurs qui travaillent avec vous. Exactement. Et qui finalement, ils passent pas, les fournisseurs vont les livrer encore eux-mêmes parce que ça fait partie de leur tournée et que Resalis, c'était pour la cantine scolaire. Mais voilà, après, c'est de la communication et on va montrer qu'on peut le faire. Tout simplement. Ça s'échange aussi. Et aussi, on aimerait mutualiser pour les magasins de producteurs. Il y en a plusieurs sur le département des Deux-Sèvres. On a les plaisirs fermiers, ça s'appelle, et on a 4. Et les producteurs continuent à livrer les plaisirs fermiers directement. Et ça aussi, c'est du temps et de l'argent. Donc, finalement, il faudrait qu'on puisse mutualiser tout ça. Et ça, il passe par une autre structure qui s'en occupera. On a créé le collectif fermier du Poitou, qui là, ça ne sera pas forcément la réponse, ça ne sera pas forcément par Resalis, ça sera peut-être par d'autres plateformes d'approvisionnement qui peut exister autour de nous. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est pour ça qu'on le fera via le collectif fermier, de répondre de comment on peut mutualiser encore plus et d'autres structures. Voilà. Céline Rimbert, justement, par rapport à ces questions de mutualisation, de diversification des débouchés, les différentes plateformes que vous avez pu accompagner ou observer, il y en a certaines qui sont déjà dans cette diversification. Oui, pour rebondir peut-être sur la question de la restauration collective, alors certes, pour Resalis, ça a été le point d'entrée, mais je pense que ça reste de l'ordre de l'exceptionnel de parvenir à arriver à une organisation stable et relativement viable, même si on voit qu'économiquement, il y a encore du travail à faire pour arriver à une autonomie complète. La restauration collective, c'est pas le débouché le plus simple, c'est pas le point d'entrée le plus facile. Je crois que pour Resalis, ce qui a permis de mettre en œuvre une organisation viable au début, c'est l'engagement fort du département qui certes s'est désengagé ensuite, mais qui rapidement a pu mettre en place des marchés publics. Si on prend le contre-exemple des paysans du Grand Hainaut, certes, il y avait une poussée forte de la part des collectivités, mais avec un engagement finalement en termes de volume ensuite derrière qui était très instable. C'était essentiellement du gré à gré, ils n'avaient pas de marché public. Et là, pour gérer de la logistique sur de la restauration collective sans marché public, exclusivement en gré à gré sur les premières années, bon, c'est très compliqué quand même. C'est-à-dire que
Et nous, ce qu'on constate, ça a été constaté du coup en Belgique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur les coopératives de distribution que j'évoquais, elles sont sur du B2B, du B2C au départ. Souvent, elles se mettent à faire du B2B, notamment via des activités de grossistes, etc. Et elles commencent aujourd'hui à réfléchir à travailler avec la restauration collective seulement parce qu'elles se rendent bien compte que c'est un débouché difficile, avec des creux, hein, effectivement, c'était évoqué par Claire tout à l'heure, mais c'est à prendre en compte, quoi, notamment par exemple pour des maraîchers qui commencent leur saison au mois d'avril, mais bah, c'est le moment où ils vont avoir le plein de fruits et légumes et c'est pas la restauration collective qui vont pouvoir écouler la majorité de leur production. Donc si on veut des maraîchers dans les collectifs, voilà, ça veut dire qu'il faut penser à d'autres débouchés aussi, sinon on n'en aura jamais. Et en même temps, les maraîchers, enfin les fruits et légumes, c'est ce qui va intéresser la restauration collective. Donc on est quand même sur des hiatus assez forts. Et si en plus on rajoute par-dessus ça des coûts logistiques exorbitants, il y a des chances que ça périclite assez facilement. Donc même si Resalis c'est un exemple, enfin, pour moi, il y a une forme de contre-exemple de réussite grâce à la restauration collective, de mise en place d'une organisation logistique stable. C'est clairement pas la restauration collective ni la restauration commerciale d'ailleurs qui est le meilleur plan d'entrée parce on a beaucoup d'incertitudes, on a une irrégularité, parfois des volumes faibles, enfin des contraintes sur les prix pour la restauration collective qui sont forts aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre très forte sur les marges à faire sur les prix, donc une intégration des coûts logistiques dans les prix de vente qui est quand même pas super large, sauf si on fait du marché public avec une possibilité de planification un peu sur l'année. Et pour la restauration commerciale, on est un peu sur les mêmes problématiques avec une fragmentation des flux qui est extrêmement forte, c'est-à-dire qu'il va falloir organiser des livraisons complexes pour des restaurateurs qui ont des volumes faibles, Claire l'évoquait à l'instant. Donc, en général, ce n'est pas le premier débouché à privilégier. Enfin, ça rajoute des contraintes, sauf si on a des engagements forts de la part des acteurs publics et pas uniquement des bonnes intentions. Et des engagements forts, j'entends par là des vrais marchés publics avec des engagements sur des achats, sur des volumes sur au moins 1 ou 2 ans, voire plus. Je crois que c'était 4 ans au départ, Esalis. Voilà, quand on part sur un engagement de 4 ans on permet aux producteurs de planifier, et du coup de pouvoir planifier leur production et du coup aussi ça fait du travail en moins sur l'organisation logistique. Si on peut organiser tout ça, on gagne du temps, etc. Mais sinon, clairement, il faut, et ça c'est ce qu'on constate en Belgique, c'est que le débouché restauration collective et restauration commerciale, hein, on n'est pas sur les mêmes problématiques, mais quand même on a des contraintes logistiques qui sont fortes dans les deux cas. C'est pas c'est pas les plus simples, quoi, finalement. Et on voit bien ça en Belgique où c'est des choses qui sont en train d'aborder uniquement maintenant. Alors qu'on est sur des coopératives qui ont quand même une existence assez ancienne, qui ont su, par exemple, si je prends l'exemple de Paysans Artisans, qui est peut-être l'exemple le plus développé qui travaille autour de Namur, ils ont commencé par des points relais, donc du B2C, puis des magasins, et aujourd'hui ils font du B2B, ils aident les autres coopératives du réseau en proposant des services de grossistes pour eux. Voilà. Et l'idée des organisations logistiques sous-régionales, c'est aussi de viser à ça, hein. Finalement, à l'échelle sous-régionale, l'idée, c'est bien de garder une gestion la plus locale possible. Donc, ce sont les coopératives de distribution qui gèrent localement avec les débouchés qu'ils souhaitent. Et à l'échelle sous-régionale, l'idée, c'est d'atteindre d'autres débouchés qui sont plus complexes à, à- à atteindre et qui ont plus de contraintes en termes de volume, de prix, etc. Et l'idée de l'échelle sous-régionale, c'est bien de là développer des services de grossistes locaux, donc spécialisés dans le local pour un peu concurrencer les marchés à côté qui, eux, font certes du local, mais du local avec une répartition des prix, des coûts le long de la marge, enfin, le long de la chaîne qui ne sont pas les mêmes. Il faut bien garder ça comme objectif aussi, c'est que l'objectif des circuits courts, c'est bien une bonne répartition. Ah. Je pense que Céline a un petit problème de connexion. Audrey Rénal, vous avez levé la main, vous voulez poser une question ou faire une remarque? Oui. Donc, Audrey Rénal, je suis alternante sur l'association Auprès des cuisiniers, donc basée à Bordeaux, qui met en relation effectivement la restauration collective et les producteurs. Donc, l'association a 2 ans et a commencé par le Sud Gironde. On travaille actuellement donc, sur la volonté de prospecter de nouveaux territoires. Et donc, si j'entends bien par rapport à ce que vous dites, c'est que finalement, il y aurait peut-être
de leviers pour moi et lequel nous n'avions pas forcément encore évoqué, c'est par rapport aux producteurs qui peut-être choisiraient de ne produire que pour la restauration collective, alors qu'on se rend bien compte, nous, sur les producteurs que l'on a, que la restauration collective, c'est vraiment un tout petit pourcentage de leur activité. Donc, du coup, c'est comment répondre au marché public avec des toutes petites quantités. Et donc, Céline Rimbert parlait de travailler avec les marchés publics, mais sur la restauration collective, il y a quand même des grosses contraintes. Donc, vous qui avez déjà un recul sur ça, comment vous analysez ces deux facteurs? Alors, c'est l'expérience de chaque producteur aussi, petit à petit, finalement. Ils vont commencer d'abord à avoir plus de clients chez Resalis en gré à gré, et petit à petit, quand ils vont savoir connaître leur quantité disponible et avoir le regard sur ce qu'ils peuvent produire sur 4 ans, au moins là, ils pourront être en capacité de répondre au marché public. Mais ça n'empêche que j'ai pas envie de dire que c'est pour les gros producteurs, pour les moyens, pour les petits, c'est accessible à tous, ça par contre de ce côté-là. C'est pourquoi, comment par exemple, les volaillers. On a des volaillers, un collectif de volaillers en bio qui s'est créé parce que tout seul, ils ne pouvaient pas répondre à des quantités importantes d'une demande d'un marché public, par exemple le mélois, mais à plusieurs, ils pouvaient. Donc, finalement, on n'a pas eu le lot parce qu'il n'est pas passé au marché public, mais ça aurait pu marcher en termes de quantité parce qu'ils étaient plusieurs, ils étaient 5 volaillers dans le collectif et à eux tous, ils pouvaient se compléter. Pourquoi ils pouvaient? Parce qu'ils étaient tous en bio. Donc, ils suivaient tous la même cahier des charges, donc on proposait le même type de produit et ils avaient tous les 5 une ferme équivalente. Voilà. Et pourquoi aussi? C'est parce qu'ils allaient tous abattre un abattoir à la ferme au même endroit. Et ça permettait de mutualiser et de centraliser toutes les volailles avant de pouvoir livrer la cuisine centrale du marché public de Mail. Voilà. C'était cette organisation. Voilà une réponse qui peut permettre d'équilibrer les manquants de quantité de chacun. Je sais qu'il y a des collectifs de maraîchers, on n'en a pas nous au sein de Resalis, qui existent pour pouvoir répondre ensemble aux quantités demandées d'un marché public, par exemple. Et ça, c'est une mutualisation que vous avez créée ou que eux avaient déjà, parce qu'ils se connaissaient, ou comme vous dites, ils abattaient au même endroit, ils avaient déjà cette proximité-là, en fait. Alors, ça s'est fait par eux-mêmes, mais au vu de la demande de Resalis. Voilà, on va dire que c'est les deux. Mais c'est eux, alors c'est un collectif qui n'a pas de formule juridique, ils n'ont pas créé d'association spécifique, c'est de la bonne entente. Et par contre, à la réponse du marché public, il faut donner les documents de chaque fournisseur qui y répond. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'ils discutent avant avec les coordinateurs du marché public. On leur dit, on a cette possibilité-là, donc ils sont dans l'attente, ils savent qu'ils peuvent avoir plusieurs fournisseurs pour un seul lot, pour la réponse de chaque ligne. Et ça, c'est faisable. Juridiquement, c'est faisable. C'est faisable, oui. Et ça, ça marche. Juste, on n'a pas eu ce lot-là parce que c'est pas passé le budget. Mais sinon, voilà. Et ça a été, oui, ce n'est qu'un cas que vous citez là, savoir si ça peut être pérenne, justement, d'envisager. On comprend bien que 400 salades, un petit maraîcher ne peut pas le faire. Et effectivement, l'idée, c'est de passer par nos intermédiaires pour pouvoir faire cela, en fait. Eh bien, le collectif pour les maraîchers, c'est ce qui se faisait. Je ne sais pas si vous, sur le territoire, vous en avez, peut-être des réponses. Sur un futur territoire, il y en a, je pense, oui. Pour l'instant, c'est la première réponse que je pourrais vous donner pour la réponse des marchés publics pour des fournisseurs qui n'ont pas les quantités suffisantes. Ce n'est pas fermé pour eux. Il ne faut pas penser qu'un petit producteur ne veut pas y répondre. Voilà. Il y a des organisations à créer, par contre. Et sinon, pour les produits laitiers, c'est des quantités, après, c'est de l'organisation après pour le producteur. Pour vous donner un exemple, elle transforme, le GAEC Maisonneuve transforme, 25 000 litres de lait par an sur sa ferme, en yaourt, crème dessert, fromage blanc, etc. Elle s'organise, elle a 2 jours par semaine qui sont que pour les collectivités. Voilà. Et après, c'est pour les organisations internes pour produire. Parce qu'elle sait qu'elle a des quantités et on demande au maximum aux coordinateurs des marchés publics de nous donner un regard sur les quantités par an. Et ils ne le font pas tous. Ça, c'est vrai que c'est indispensable. Sinon, on ne peut pas se lancer dans la réponse au marché. Et donc, c'est une clause que vous mettez quand ils deviennent clients avec vous?
de pouvoir fixer leur quantité? Alors, soit on arrive à échanger avec eux en amont, pendant leur brainstorming ou leur sourcing qu'ils font sur le territoire pour trouver les fournisseurs. Donc là, on les voit, on en discute avec eux directement. Soit eux, comment ils l'ont écrit dans leur marché public. Et là, on ne l'a pas vu avant. Et donc, c'est soit on peut y répondre, soit on n'y répond pas, en fonction des quantités qu'ils ont notifiées. D'accord. Le plus compliqué, c'est les groupements d'achat pour les réponses. Parce que les groupements d'achat ne vont pas avoir les estimations de tous leurs adhérents. Donc, on va avoir certaines quantités. Et donc là, on y répond quand on est sûr que le producteur va pouvoir répondre à peu près à des grandes quantités quand même. Sinon, ça peut être dangereux. Voilà. Parce que là, les groupements d'achat, et même dans les engagements derrière, on a eu le cas, pour vous donner un exemple, on a eu le cas avec un groupement d'achat sur le département des Deux-Sèvres qui s'était engagé sur des quantités assez importantes pour une quarantaine d'établissements, des collèges et des lycées, avec un producteur en port. Et au final, aucune école n'a réellement suivi cet engagement. Sur la quarantaine, il y en a peut-être eu 5 qui ont suivi l'engagement. Et par contre, lui, le producteur, il avait engagé. Il avait engagé un salarié pour pouvoir, la charcuterie, pour pouvoir soutenir ce marché public. Et là, le groupement d'achat, juridiquement, ils sont écrits d'une certaine manière où la responsabilité est reportée sur les adhérents. Donc, les coordinateurs, on ne peut pas concrètement les attaquer en justice. Et même, donc, on a fait le choix aussi d'échanger humainement et que le prochain marché sera mieux écrit. Et voilà, parce qu'ils sont importants sur le territoire et que c'est fait aussi en discussion. Voilà, c'est par l'échange. Mais parce qu'après, sinon, ça voudrait dire que Resalis doit prendre un avocat, doit partir. Et ça, là, après aussi, c'est très compliqué. Donc, marché public, c'est une bonne sécurité pour avoir du chiffre d'affaires, mais en même temps, ça peut être dangereux. Voilà, je n'ai pas envie de dire que c'est la solution à tout. Merci. Sur la question de la diversité des débouchés et la diversité des produits que ça engendre, Stella Blé, vous voulez poser votre question directement sur l'offre de gamme? Alors, je repose ma question sur l'offre de produits qui n'est pas forcément la même pour les collectivités et les restaurants commerciaux. Donc, ça, on le travaille. C'était... Je ne sais pas si elle veut poser. Là, je proposais à Stella Blé de poser directement sa question. Mais... C'est un petit problème de micro. Ok, bon, bah Claire, vous avez vu la question, donc je vous laisse y répondre. Donc oui, on a un catalogue qui a été fait pour la restauration collective, avec des quantités qui fonctionnent bien et encore qui fonctionnent bien pour les établissements à plus de 500 couverts. On a aujourd'hui des demandes de certains établissements de moins de 300 couverts jour qui nous disent que des cagettes de 14 kilos pour les légumes, c'est trop. Donc aujourd'hui, il faut qu'on recrée un catalogue spécifiquement et ça fait partie du projet avec l'espace de stockage sur Niortais, d'avoir un second catalogue qui sera plus pour les petits établissements. Voilà. Ou pour les restaurants commerciaux. Et ça, c'est indispensable. C'est sur le conditionnement. Il en faudra un. Aujourd'hui, les écoles s'adaptent ou finalement, elles n'achètent pas avec Chrysalis parce que le conditionnement ne permet pas. Il y a aussi une question de Mathieu Mermet qui demande comment gérez-vous les stocks disponibles? Que se passe-t-il si on vous commande plus de produits que les producteurs sont capables de fournir? Alors là, pour tout ce type de questions, je vous dirais que c'est la plateforme numérique qui gère tout. Ça, c'est super. C'est le producteur qui va notifier le nombre de quantités disponibles qu'il va avoir par semaine s'il a des freins de ce côté-là. Par exemple, un éleveur, producteur en porc, on va rester sur le porc, va avoir que 150 kilos d'échine par semaine, par exemple. Eh bien, il va le notifier sur la plateforme et quand la quantité sera plus disponible, le produit va se bloquer et il n'y aura plus de commande qui sera faite. Voilà. Si on a un problème parce que vu qu'on est sur 7 jours de délai, on a un problème entre le jour de saisie de commande et le jour de livraison, que le producteur a les aléas climatiques, un problème de stockage, etc. Plus tôt je le sais, mieux c'est, et on va pouvoir le repasser sur un autre producteur. On demande toujours aux clients, est-ce que ça vous va? Parce que souvent, ce n'est pas le même prix, et on leur demande, et souvent, ça se passe très bien. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a un salarié au sein de Resalis, c'est pouvoir gérer tous ces petits problèmes de quantité de stock s'il y a un problème, s'il y a un besoin de repasser sur un autre fournisseur ou pas. C'est pour ça qu'on en a plusieurs. Et il y avait aussi une question de Flora Carentin. Quelle relation avez-vous avec MBE?
Bonne question. Vous pouvez, C'est- Laura, si vous voulez poser votre question directement. Oui, donc bonjour. Effectivement, nous, au niveau de Grand Angoulême en Charente, voilà, on connaît la structure MBE et on a des relations de travail avec eux. Et je me demandais, comme ils ont aussi cette fonction de répondre à des marchés publics, notamment, comment vous vous organisiez avec eux et quelles relations de travail vous aviez, vous, au niveau de Resalis. Alors, très bonne question. Donc, du coup, merci. Mangeons Peut-être bio, préciser MBE, ce que c'est pour tout c'est le Mangeons monde. bio ensemble. C'est la coopérative Mangeons bio ensemble qui est située à Bressuire, donc qui est aujourd'hui, comme je disais, qui était un de nos points de massification, et un de nos partenaires. Donc, par exemple, qui font partie de notre conseil d'administration. Et dans le côté logistique, on est partenaire parce qu'on a les mêmes clients. Donc, on a leur catalogue qui est dans notre catalogue pour fusionner au maximum les livraisons et pour baisser au maximum les coûts de livraison. On ne l'a pas pris dans le sens où ça serait un concurrent, parce que finalement, ils proposent le même service que nous, même s'ils sont spécialisés en bio. Donc, on a fait le choix de fusionner nos catalogues sur Resalis pour permettre aux établissements d'accéder aux deux catalogues. Parce qu'après, MBE, ils ont d'autres missions aussi. Eux, ils travaillent aussi pour les Biocoop, pour d'autres types de clients totalement différents de Resalis. Donc, on a fusionné leur catalogue sur le catalogue de Resalis pour les cantines scolaires. De ce côté-là, voilà pour la logistique, on est partenaire pour baisser le coût carbone. Et on est aussi partenaire pour répondre à certains marchés publics, pas tous. On calcule en fonction de si financièrement c'est intéressant pour chacun de mutualiser, enfin, surtout dans le sens de MBE, parce que c'est Resalis qui y répond du coup. Et on répond ensemble au marché public. Par exemple, Angoulême, normalement vous en avez un qui va bientôt sortir, on va répondre ensemble certainement au marché public pour certains lots, pas pour tous. Et on voit en fonction de ce qui est demandé dans le cahier des charges du marché public, des notes qui sont données au budget, de ce que peut proposer MBE, ce que peut proposer comme produit au sein des fournisseurs de Resalis. Et on répond ensemble. Voilà, quand on peut, on le fait. Parce que pareil, ça veut dire que Resalis prend en charge la logistique et qu'on mutualise les denrées sur les desserts pour pouvoir livrer Angoulême si besoin. Je réponds à votre question. On a encore quelques questions juste dans le chat. Agan Bruce qui demande si les producteurs ne se plaignent pas trop du temps que ça prend pour gérer les produits sur la plateforme numérique. Est-ce qu'il a fallu passer peut-être aussi par une formation ou pas du tout? Non, elle est hyper interactive. Franchement, cet outil, il est super. Elle est assez interactive et ce qu'ils vont gérer finalement, c'est s'il y a une modification de poids. Donc ça, surtout, c'est pour les produits carnés. S'il y a ou pour tout ce qui est produits laitiers, les tomes de vache, etc. Donc, les modifications de poids pour avoir le bon tarif sur bon de livraison. Après, la plateforme Resalis sort tout. Les bons de livraison sont édités déjà, ils ont plus qu'à imprimer, les étiquettes de transport aussi. Donc, après, il y a un accompagnement au début pour leur expliquer, parce que c'est un autre fonctionnement. Mais il y en a pour plusieurs, ça se passe très bien. Il y en a ceux, après, c'est l'accessibilité informatique. Et donc là, bien sûr, ça peut être plus compliqué. Donc, il y a plus d'accompagnement. Mais sincèrement, sur tous les producteurs, non, ils ne se plaignent pas. Au contraire, ça les aide à faire le suivi des commandes avec la plateforme. Encore deux questions et puis on va passer sur l'étape gouvernance. Une question de Dorine R.A. Qui demande en cas de surplus de production, comment gérez-vous cela, notamment au niveau du stockage? Alors, nous, on n'a pas de problème de stockage, du coup, parce qu'on n'a pas d'espace de stockage. C'est en interne de chez les producteurs. Et dans tous les cas, Resalis n'est pas le principal distributeur pour les producteurs. Ils en ont d'autres. Ils ont les magasins de producteurs, ils ont la vente directe, ils ont les supermarchés pour certains. Donc, finalement, il n'y a pas de… ils vont avoir en interne des surplus de production, mais ça ne sera pas directement touché par Resalis. Mais s'ils en ont, ils peuvent passer par Resalis, faire des remises, par exemple. Des promotions sur Resalis, ils peuvent le faire, c'est eux qui le choisissent. Ils choisissent leur date, ils peuvent le faire eux-mêmes. On peut envoyer des messages, on peut appeler certains établissements qui peuvent surgeler. Je parle surtout pour les restaurants commerciaux d'entreprises qui, eux, parfois, ils ont l'espace de stockage et on a des partenariats avec eux. On leur demande, est-ce que vous pouvez prendre Pendant le Covid, ça s'est fait. On a avec des restaurants d'entreprise, on savait qu'ils pouvaient le faire, ils l'ont proposé d'acheter en gros et de stocker dans leur structure ou de congeler pour pouvoir l'utiliser plus tard.
Ça peut se faire. C'est au cas par cas. On n'a pas de solution spécifique pour les surplus. On recherche. Du coup, vu qu'on a une base de données assez large, on va rechercher, on va contacter les établissements qui peuvent potentiellement stocker et récupérer et faire ces… Et sinon, la banque alimentaire aussi. Ça, c'est déjà fait. Oui, parce qu'encore une fois, Rizalis ne vend pas les produits des producteurs. C'est peut-être ça qui est un peu difficile à appréhender dans le modèle. Mais donc, de ce fait, vous n'avez pas à gérer du stock ou à gérer des surplus. Et puis, question de Audrey Rénal auprès des cuisiniers, si vous voulez la poser oralement. Pardon. Oui, ma question, c'était quand vous avez parlé de mutualiser avec MBE, comment avez-vous réussi à faire les livraisons de produits bio et non bio, puisqu'on sait que ça, c'est des contraintes, il faut des séparations. Au final, on peut. Il faut que ce soit bien conditionné. Il ne faut pas qu'il y ait de contact. C'est toujours comme je disais par rapport aux produits dans l'abattoir, je disais au début avec l'ASVET, où ils ne peuvent pas accepter tous les produits. Tant que le conditionnement, enfin l'emballage est bien conditionné et qu'il n'y a pas de perte d'un peu de sable ou de quoi que ce soit qui ne sont pas en contact, on peut les mettre. On peut les mettre sur la même palette. Oui, mais disons que c'est un petit peu gênant des poireaux qui arrivent en cagette, de les emballer pour justement préserver le bio et le non bio. Voilà, je suis totalement d'accord avec vous. Mais donc, c'est le seul… On n'a pas le choix. C'est comme ça que vous faites, d'accord. Ouais. Merci. Donc maintenant, on va passer, il nous reste encore 7 minutes avant de retourner en plénière. Donc on va quand même évoquer cette question de la gouvernance qu'on a commencé à évoquer quand même sur avec qui travailler, comment travailler. Puis je vais m'appuyer sur une question de Christine de Courcelles. Avez-vous étudié la possibilité de créer une SCIC ? Quels sont les avantages et inconvénients des différentes formes de structures juridiques pour l'organisation collective ? Céline Rimbert, je vais vous donner la parole par rapport à cette question de la gouvernance parce que ça a été beaucoup travaillé, notamment dans le cadre de Colsica et vous considérez que c'est assez clé dans le montage de collectifs autour de la logistique. Effectivement, c'est que je ne vais pas pouvoir être très compétente pour répondre sur la question des SIC spécifiquement, mais en revanche, sur la question de gouvernance, effectivement, si on remonte un peu dans la réflexion que je menais tout à l'heure, on sait que pour la logistique des circuits courts, le premier levier d'optimisation, c'est de faire de la logistique collective, donc de mutualiser. Donc derrière, ça veut dire de l'organisation, de la coopération entre des acteurs, soit qui sont concurrents au départ, soit qui ont des intérêts divergents. Donc réfléchir tôt à la gouvernance et à comment on incite les personnes à coopérer et comment on organise tout ça, c'est l'un des points fondamentaux. Alors je parlais de l'engagement au départ et je crois que Claire évoquait pareil de la même façon que pour Resalis, quand des nouveaux producteurs arrivent, ils doivent passer par un certain SAS où ils sont sélectionnés, etc. Ça permet par exemple la question des chartes d'engagement. C'est des choses qu'on retrouve dans 5C également, le respect d'une charte pour favoriser une forme d'engagement, pour favoriser aussi une homogénéité relative mais importante dans les valeurs, par exemple, pour que derrière, il y ait des formes d'engagement qui correspondent toujours aux valeurs. Et oui, en matière de gouvernance, il est travaillé également sur l'équité. Et là, je voulais aussi revenir sur un élément que Claire mentionnait, sur les échelons, sur l'engagement des producteurs en termes de pourcentage du chiffre d'affaires, etc. C'est aussi des éléments fondamentaux. Les producteurs se connaissent plus ou moins. La question de la confiance, etc., n'est pas non plus suffisante. On est là sur quand même des opérations où on doit partager des tâches qui ont des coûts économiques, qui représentent des risques, aussi des responsabilités qui sont partagées, qui peuvent être importantes. C'était évoqué un peu plus tôt sur la responsabilité quand on transporte les produits de quelqu'un d'autre, quand on utilise un atelier de transformation comme espace de stockage, même temporaire, ça engage des responsabilités fortes. Et du coup, ça veut dire que la gestion de l'équité entre les acteurs engagés est fondamentale. Par exemple, ce que propose Resalis en termes d'échelon, c'est un exemple. Nous, on a également travaillé notamment avec les Drive Fermiers du
Montreuilois sur la mise en œuvre de systèmes de compensation entre les producteurs pour favoriser aussi des engagements divers, c'est-à-dire que certes, on a besoin d'un noyau de producteurs qui ont un engagement fort, mais ça ne veut pas dire exclure non plus des producteurs qui ont d'autres choses à apporter. Il s'agit juste de trouver des bons systèmes de compensation pour eux et que pour chacun s'y retrouve, à savoir que chaque producteur ait l'impression que ça ne lui coûte pas plus que ça lui apporte. Et aussi de pouvoir réguler ceux pour qui ça va coûter peu cher et à qui ça peut apporter beaucoup. Donc là, vous pouvez aussi trouver sur la valise pédagogique de Colsica qui est disponible sur Logicou des exemples de systèmes de compensation et comment on gère cela. De la même façon, sur la relation aux acteurs publics, quand ils sont engagés dans ce type de collectif, réguler un peu leur rapport, leur position, c'est important. On a pu voir dans le cas des paysans du Grand Hainaut des difficultés des acteurs publics à se positionner ou des changements de positionnement, des changements d'engagement qui ont beaucoup grévé aussi la capacité du collectif à continuer à travailler ensemble de façon efficace. Donc voilà, la gouvernance, c'est vraiment fondamental. Aussi pour des questions d'emboîtement d'échelle, quand on veut travailler à plusieurs échelles ou sur des débouchés spécifiques, de pouvoir créer des groupes de travail qui puissent travailler ensemble, mais qui puissent s'emboîter les uns avec les autres, comme c'est le cas dans 5C, là, pour organiser une logistique à diverses échelles. Ça pose des questions en termes de régulation de la concurrence et de répartition des coûts, encore une fois, le long de la chaîne, qui sont fondamentales et qui doivent absolument être prises en compte dès le début. Il ne faut pas attendre que des conflits émergent pour traiter ces questions. Il faut les traiter dès le départ et avoir du coup une capacité de réadaptation, de changement des règles au fur et à mesure où les collectifs prennent de l'ampleur, où on va s'ouvrir à de nouveaux débouchés, on va s'ouvrir à de nouveaux producteurs ou à d'autres acteurs. Il faut être souple sur les règles, mais il est indispensable de les mettre en place rapidement. Il faut savoir que malgré tout, le fait de gérer des opérations logistiques qui sont des opérations, enfin des tâches opérationnelles, ça facilite malgré tout la mise en place de systèmes de gouvernance, puisque on est bien obligé de dire qui fait quoi, ça coûte quoi à qui, très rapidement. C'est des questions qui vont se poser et être très rapidement dans le concret, ça permet aussi de favoriser l'engagement, la confiance, etc. Et là-dessus, je peux vous renvoyer facilement vers la valise pédagogique qui donne des conseils en ces termes-là sur les systèmes de compensation, sur comment gérer la gouvernance, mais c'est absolument fondamental de la traiter et de la traiter tôt et de ne pas attendre que les conflits émergent. Ça a l'air de rien, mais c'est fondamental. Claire a beaucoup insisté sur le rôle des acteurs, hein, sur l'humain, sur les relations entre les individus, et c'est clairement l'une des clés de succès pour les plateformes. Claire, justement, avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez réagir à ce que Céline vient de nous expliquer ? Pour illustrer, oui, complètement, et que donc on peut avoir des producteurs fondateurs qui étaient là à l'origine et qui choisissent des règles, comme l'écriture du contrat d'engagement, des cahiers des charges, etc., mais aussi des règles en interne de comment on paye les factures de transport, pourquoi la commission, pourquoi la cotisation, comment elle est faite. Donc ça, la cotisation, on la revote tous les ans en AG, en tous les cas, c'est partie des statuts. Donc, elle peut être remise à plat, le paiement de la cotisation, tous les ans. On peut retrouver une nouvelle règle. Là, elle a été choisie depuis 2 ans. C'est seulement la 2e année qu'on l'a mis en place. Avant, elle était de 50 € pour tout le monde. Après, on l'a changée au niveau des chiffres d'affaires pour trouver un équilibre financier. Le paiement des factures de transport. Nous, par exemple, on paye les factures de transport ça va très vite. On a encore 115 secondes. Il y a quelque chose quand même que je voulais dire avant qu'on finisse, c'est par rapport aux filières, aux familles de produits, c'est totalement différent. De bien faire attention, de faire Nous, on a fait le choix que ce soit équilibré entre tous, mais vous pouvez complètement faire le choix que ce soit différent entre les filières de produits parce que les charges sont différentes, les coûts de transport, les coûts de production aussi, les perceptions aussi de la vente sont totalement différentes. Donc, entre les fruits et légumes, la culture de fruits et légumes et l'élevage, c'est totalement différent. Donc, ça peut être un choix aussi de faire en fonction des filières. Voilà. Si je peux dire, il y a un point hyper important, ça serait ça. Et si vous pouvez prendre un commercial. Si financièrement, un jour vous pouvez, faites-le parce que c'est indispensable. Hein. On ne peut pas le faire et que parfois, il y a quand même des producteurs qui l'attendent. Ça peut être une forme de développement. Donc, et quand on n'a pas le commercial, c'est compliqué. Nathalie, Claire Beauchef, une question juste avant qu'on se quitte.
Non, non, c'était un applaudissement, excusez-moi, Ah, ok. par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, Resali, c'est quelque chose. Alors, moi, je suis sur l'agglo de La Rochelle, mais dont on entend parler depuis très longtemps maintenant, parce qu'il y a tout un historique, et j'ai été ravie de voir que en fait, le dossier n'avait pas été abandonné, parce qu'il y a forcément, on est dans quelque chose qui a été novateur et qui nécessairement devait aussi traverser des vents contraires, j'imagine. Et je suis ravie de la présentation de ce matin et de voir que ce projet a pu retrouver une nouvelle vie. Voilà. Et bravo à Claire, en tout cas, et à son dynamisme. Je le ferai passer au CA, ça leur fera beaucoup de bien, parce que c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. Merci. Bon, bah, merci pour ce mot de conclusion, Nathalie. Et puis merci Claire Caillot, Céline Rimbert, et puis pour les questions que vous avez posées. On se retrouve tout de suite en plénière.